Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Pardon, pardon. Bonjour Clémence. Alors, vous n'êtes pas content du prix Nobel, Annie Ernaux. Je suis très Non, étonnée. non, exact. Jean Baudrillard disait de la démocratie que c'est la ménopause des sociétés occidentales. Je ne sais pas pourquoi, mais cette remarque me fait penser au livre d'Annie Ernaux, la nouvelle coqueluche de la gauche, Hum. nobelisée 82 ans pour une œuvre aussi épaisse qu'un tract féministe. Par le passé, le prix Nobel a souvent récompensé des écrivains de troisième catégorie, à commencer par Sully Prudhomme, poète du genre onctueux, premier Nobel de littérature ayant étraîné la longue liste d'auteurs français lauréats du prix. Tous mal, hein. Manquait au tableau une femme, la suffragette tricolore, prénom Annie, nom Ernaux. Le propre du comité suédois, c'est d'être en parfaite adéquation trigonométrique avec l'esprit du temps, comme un baromètre qui mesurerait avec une rigueur nordique et luthérienne la pression atmosphérique. Cette année, le fond de l'air est chiant, féministe et dégueule. Le portrait craché d'Annie Ernaux. Jolie brin de femme au demeurant, fort bien conservée en dépit des flétrissures du temps, à part les lèvres dédaigneuses qui ont longtemps recueilli le fruit vénéneux d'une amertume qui n'a plus lieu d'être. Annie Ernaux mérite notre reconnaissance. C'est le sédatif et le laxatif le plus puissant de la littérature contemporaine. La lire, c'est faire l'expérience d'un voyage au bout de l'ennui jusqu'à Cergy-Pontoise, ville nouvelle pompidolienne où elle s'est installée il y a des lustres en vigie du progressisme. Le rythme de sa prose rappelle aux plus vieux d'entre nous le balancement lancinant des tortillards de banlieue du temps naguère qui donnait le mal de mer et prédisposait à la somnolence du voyageur. Faites-en l'expérience. Commencez la lecture d'un de ses livres dans le bas-ventre de Paris, comme l'appelle le diable en personne, Richard Millet. Par exemple, sur le quai du RER A à Châtelet-Les Halles. Et terminez-le en gare de Cergy, dans ce lunapark universitaire prématurément vieilli qu'Annie met un point d'honneur à ne pas quitter. Eh bien, vous sortirez de l'expérience exsangue. Si Cergy-Pontoise est une ville dortoir, alors Annie Ernaux en est la traduction pharmaceutique. J'ai nommé son somnifère. Plus littéral que littéraire, cela va de soi. Cergy-Pontoise, c'est pour elle le centre du monde. Elle en arpente depuis 40 ans les allées, les rues piétonnes, les bosquets entre deux plans d'eau, les commerces dont l'hypermarché Auchan, qu'elle décrit avec l'entrain d'un huissier de justice débutant et l'application d'un chef de rayon d'Auchan tenant à jour son Ouais, ça inventaire. donne envie donc. Ah oui, à fond. Annie fait, Annie fait toujours des listes. Hein. C'est son truc à elle, les listes. Elle en a même dressé une en 2012 pour envoyer à l'échafaud Richard Millet, qui venait de sortir son éloge littéraire d'Ander Breivik, hein, chez Pierre-Guillaume Deroux, précédé de sa magnifique langue fantôme. Alors, comme au bon vieux temps de l'Union des écrivains soviétiques, Annie Ernaux a lancé une pétition dans le monde contre ce pamphlet fasciste. 128 chiens et chiennes de garde s'empressèrent alors de la signer, des caniches et des chihuahuas de la pire espèce qui sont venus à bout du lion rugissant. Liste Auto en 1940, liste Ernaux en 2012, d'une occupation à l'autre. Au pays de Stieg Larsson et de sa saga Antifa Millennium, le Nobel ne pouvait qu'échoir à Annie Ernaux. Mais s'il fallait à tout prendre lui remettre un prix sur la base de ses seules qualités littéraires, hein, et on vient de les voir, ce serait plutôt celui du syndicat des tricoteuses de Normandie ou celui des fabricants de bonnets de nuit d'Yvetot en Seine-Maritime où elle est née il y a 82 ans dans le café-épicerie familial, où commence son roman des origines, noir, cruel, terriblement injuste. Depuis, elle nous joue en alternance les malheurs de Calimero et les malheurs de Cosette. Or voilà que Cosette est élevée par la critique au rang de Colette, alors qu'elle se contente d'écrire avec sa brosse à cheveux des bluettes féministes qui retracent des vies maussades guettées par la dépression et le ressentiment. On a l'impression à la lire de parcourir une de ces lettres d'auditrice que Ménie Grégoire lisait sur les ondes de RTL dans les années 1970. Vous rappelez-vous le cultissime Allô Ménie, le courrier du cœur radiophonique. Tout y passait. Les hommes qui ne comprennent rien aux femmes, les rêveries sentimentales, le sort injuste, etc. Ménie Grégoire et Annie Ernaux, c'est la voix off du bovarisme sentimental à l'âge des foules féministes. Une exégèse exhaustive des lieux communs, mais pas au sens où Léon Bois l'entendait comme un monument de bêtises. Non. Chez Annie Ernaux, c'est un monument de dévotion néo-sulpicienne et de bien-pensance gauchiste. Car entre Ménie Grégoire et elle est venue se glisser la sociologie de Pierre Bourdieu, à savoir le misérabilisme savant accouplé à l'esprit de lourdeur sociologique. Annie Ernaux, c'est le courrier du cœur de Ménie Grégoire dans le format d'un cours de sociaux à la faculté de Jussieu.
Nulle littérature ici. Degré zéro du style. Le prix Nobel 2022 revendique d'ailleurs une écriture plate, indigente, atone, qui ne fait que retranscrire la banalité du quotidien d'une féministe sans jamais la transfigurer, comme la bouleversante Virginia Woolf a su le faire par le passé. Le mariage ou l'avortement. C'est ainsi qu'elle résumait le dilemme des jeunes filles au seuil des années 1960. Elle aura expérimenté les deux sans rien nous épargner de son martyre. Son CV est un chemin de croix dont elle égrène les stations en gémissant. Il y avait jadis la figure de la Mater Dolorosa chrétienne. Aujourd'hui, c'est le MeToo Dolorosa et ses glandes lacrymales hypertrophiées. La vie des femmes est une vallée de larmes. Annie les essuie. La victimologie est un métier. Pleurer aussi. C'est même l'un des plus vieux métiers du monde, à en croire les découvertes des archéologues qui ont mis en évidence des pleureuses sur les bas-reliefs égyptiens. La déesse Isis elle-même est parfois représentée en pleureuse. Les riches familles payaient des pleureuses à gages pour feindre le chagrin, aussi bien chez les pharaons qu'en Mésopotamie. À Rome, il y avait un chœur de pleureuses avec à sa tête une meneuse qui entonnait les lamentations se frappant la poitrine. Le deuil n'en était que plus théâtral, sonore et démonstratif. Les dernières pleureuses ont logiquement disparu quand les féministes sont apparues, dans les années 1960. Annie Ernaux en est l'héritière. Sa littérature, qui se présente à la manière d'un dépliant électoral, n'est pas engagée, mais encartée, à LFI pour être précis. Ces livres sont comme la preuve empirique de l'incapacité des concepts sociologiques à se transformer en littérature. Annie a beau les mettre en musique, il reste désespérément monocorde. Si Pierre Bourdieu lui a procuré le mode d'emploi de sa vision du monde, eh bien c'est Didier Héribon, autre sociologue, qui lui a fourni ses papiers d'identité en faisant d'elle une transfuge de classe. Un transfuge de classe, c'est quelqu'un d'un peu plouc qui parvient à devenir très chic. Un nouveau riche, comme Annie Ernaux. Elle qui appartient à la gauche caviar nous rappelle en permanence que dans son enfance malheureuse, elle ne mangeait que des bouts de morue, poisson du pauvre. Tout transfuge de classe est condamné à contrefaire sa culture d'origine et à se spécialiser dans le nombrilisme sociologique. Une remarque pour finir. La sociologie bourdieusienne, donc officielle, est la continuation de l'œuvre des dames patronesses d'antan, qui ont été les premiers travailleurs sociaux. Annie Ernaux est une dame patronesse. Elle veut restituer le quotidien du peuple alors qu'elle en a perdu la trace depuis un bon demi-siècle. Jamais elle ne trouve la bonne distance. Son indignation est celle d'une lectrice de Télérama déambulant dans un musée Grévin où il y a un musée Grévin ouvrier où aucune pièce n'est d'origine. Pourquoi y a-t-il des dominés? Pourquoi y a-t-il des salauds de droite? Pourquoi les catégories populaires ont-elles préféré Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon? On tremble devant d'aussi insondables questionnements qui ringardisent des interrogations de Platon, de Pascal, de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il rien plutôt que Annie Ernaux? Pourquoi y a-t-il Annie Ernaux plutôt que de la littérature? Vertigineux, n'est-ce pas? Merci beaucoup François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Et puis tiens, justement, dans quelques instants, on reçoit un invité qui a été édité par la Nouvelle Librairie, Jean-Yves Le Gallou, pour son livre La Société de propagande. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.